Et au moment où on arrive sur une transaction, en fait, on se rend compte que on est à des années-lumière de ce que nous on connaît dans la tech. Donc, j'ai l'expérience de la data room où on devait partager nos fichiers hyper confidentiels, les plus importants de la boîte, notre business plan, etc., sur des espèces d'interfaces qui dataient de vraiment, c'était Windows 2000. Donc. Bonjour, je m'appelle Guillaume Pommier, je suis un ancien banquier M&A de Lazare et le cofondateur de Training You, la première plateforme de préparation aux entretiens en corporate finance, finance de marché et conseil en stratégie et management. Je vous souhaite la bienvenue dans la deuxième saison du Career Insight, le podcast créé par Training You pour mettre en avant des personnalités inspirantes qui évoluent dans ces domaines. Si vous cherchez un stage ou un CDI, ou si vous êtes simplement curieux d'en savoir plus sur ces métiers, le podcast est fait pour vous. Je vous souhaite une bonne écoute et un bon visionnage. Bonjour Luc Moisan. Bonjour Guillaume. Je suis ravi de t'accueillir ici au village Baïséa, l'accélérateur de start-up du crédit agricole, dans lequel nous sommes incubés avec Training You depuis plusieurs années. Loïc, tu es un serial entrepreneur, tu es aussi membre du projet Black Room dont on va parler un peu plus tard dans le podcast. Merci d'avoir accepté notre invitation pour partager ton expérience et ton expertise dans le Career Insight, le podcast lancé par Training You. La première question du podcast est toujours très générale. Peux-tu revenir sur les grandes étapes de ton parcours ? Oui, écoute, merci de me recevoir, ravi d'être là. J'ai un parcours d'entrepreneur. Mon fait d'armes, c'est d'avoir cofondé Synthesio, qui est une start-up dans le monde du SaaS, dans le monde du logiciel, monté avec mon associé Thibaut Hanin il y a quelques années et revendu après 12 ans au groupe Ipsos. Alors, on va couvrir 3 thématiques dans ce podcast. La première, c'est ton passé d'entrepreneur, l'entrepreneuriat, avec effectivement Synthesio. La seconde thématique, c'est la tech dans le monde de la banque d'affaires. Et la troisième thématique, ce sera Black Room, un projet que tu portes actuellement avec d'autres associés. Je commence avec l'entrepreneuriat. En 2006, après un MBA à l'ESSEC, tu cofondes Synthesio, une société spécialisée dans la veille des réseaux sociaux. Peux-tu nous parler du concept de Synthesio ? Oui, alors c'est un concept qui est connu maintenant, ça s'appelle la e-réputation. Être capable d'aller comprendre ce que disent les gens en ligne pour en sortir des tendances. C'est ça le principe. C'est des technologies qui sont capables d'aller collecter des commentaires sur Instagram, sur Facebook, sur les forums, dans la presse, pour être capable ensuite de pouvoir identifier soit des tendances de marché, soit des problématiques de crise. Si il y a un bad buzz qui se développe, être capable de le détecter tout de suite. Et évidemment, avec la croissance des réseaux sociaux, ce type de technos sont devenus indispensables. Alors justement, entre la date de lancement de Synthesio 2006 et la date de revente de la société 2018, l'espace des réseaux sociaux a significativement évolué. Quelques rappels, en 2006, premièrement, les internautes utilisaient plutôt les forums pour parler en ligne. Deuxièmement, Instagram, TikTok n'existaient pas. Troisièmement, Facebook venait de se lancer, ou c'était pas très connu encore à l'époque. Comment Synthesio s'est-elle adaptée pour répondre à ces changements ? Oui, alors... les conversations existaient, elles étaient dans des espaces un peu différents, mais ce qu'on a vu, c'est que les conversations se déplacent, c'est-à-dire que les communautés vont se déplacer d'un réseau à l'autre. On dit souvent maintenant, les vieux dont je fais partie sont sur Facebook, les un peu plus jeunes sur Insta, et puis les vraiment plus jeunes sont sur encore d'autres réseaux, sur Snap ou sur TikTok. Voilà, ça se déplace en fonction des plateformes qui se créent, mais les conversations sont toujours là. Évidemment, le volume a explosé. Parce que il y a des applications qui sont sorties et l'usage a vraiment explosé. Donc en challenge, nous le principal challenge qu'on a rencontré, il y en avait 2. Il y avait un challenge de stockage et de collecte de l'information. Il fallait aller récupérer des milliards de contenus tous les mois, toutes les conversations qui étaient publiées. Donc on a eu des sujets big data qui étaient quand même assez excitants. Et le deuxième, c'est comment est-ce que j'arrive à comprendre cette information? Qu'est-ce que j'arrive à en sortir? Et donc là, on est dans les sujets alors on appelle ça l'IA maintenant, mais de NLP, de compréhension de texte, pour être capable de sortir des sentiments. Est-ce que la personne est positive, négative sur un sujet? Essayer d'isoler des thématiques sur un gros volume de texte et de conversation. Alors comme tu le dis, la récupération et l'analyse intelligente de la data a été
clairement des facteurs clés de succès pour Synthesio. Finalement, l'IA, dont on va parler un peu plus tard dans le podcast, était déjà un fort enjeu pour toi à cette époque. Oui, alors c'était vraiment un fort enjeu pour nous, comme dans beaucoup d'industries d'ailleurs. Avec des approches très différentes, hein, des approches qui sont vraiment orientées sur le texte, la compréhension du texte. Par exemple, si on devait comprendre des vidéos, il fallait d'abord les transformer cette vidéo en texte et ensuite analyser. Les modèles n'étaient pas du tout aussi puissants et que ce qui existe aujourd'hui. Surtout, il fallait tout faire soi-même. On pouvait pas aller chercher des modèles comme Mistral, comme OpenAI, comme tous ces modèles qui existent aujourd'hui. Plutôt nous parler des grandes étapes du développement de Synthesio entre 2006 et 2018. Ouais, écoute, c'est les étapes classiques de l'entrepreneuriat. Alors qui se passent bien. Alors, parfois ça se passe pas bien, mais là l'histoire au final c'est quand même plutôt très bien passé. Mais 3 premières années en chambre à essayer de définir un marché, de comprendre ce qu'on voulait faire, parce qu'on est parti d'une techno en fait. On est parti d'une techno, on n'est pas parti vraiment d'une approche très analytique dans l'entrepreneuriat. Il y a vraiment très souvent des gens qui vont se lancer dans un business en ayant analysé un marché, un secteur, en disant tiens, celui-là il y a un vrai potentiel, et puis d'autres qui ont une idée qui n'a pas forcément été creusée en termes de marché, mais qui se disent bon, j'ai bien trouvé mon product market fit. Donc on était plutôt dans cette approche-là, en étant encore étudiant. Et donc pendant 3 ans, recherche du bon modèle qu'on a fini par trouver, avec le début des réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on a pu vraiment démarrer. Et au bout des 3 ans, on était sorti d'affaires. On avait noué des très bons partenariats avec TNS Sofres et on avait réussi à signer des très grands comptes. Et donc petit à petit, on a levé des fonds. On a très vite pensé international. Donc on a ouvert un bureau à Londres. On est ensuite parti aux US. Moi, j'ai déménagé et on a complètement migré la société à New York. On avait quasiment tout le comité de direction, sauf toute l'équipe tech, parce qu'on n'a pas trouvé de meilleurs ingénieurs que les Français, donc on a gardé toute l'équipe tech en France et on a ouvert aussi un bureau à Singapour. Donc on s'est développé très rapidement. Pourquoi t'as voulu aller à New York précisément? Alors sur la localisation, c'est pour pas devenir schizophrène, parce que quand on est en Californie, quand on a des équipes en France, le décalage horaire devient compliqué. Mais alors là, pour le coup, c'est une approche très simple, très analytique. Dans le marché du logiciel, 50% du revenu se fait aux États-Unis, quel que soit le secteur. Si on veut grossir, si on veut augmenter sa valorisation, il faut avoir du revenu US. Et pour avoir du revenu US, il y a un playbook qui s'écrit, qui est de plus en plus clair, mais on croit assez peu au modèle où vous essayez de développer les US sans avoir un des fondateurs qui y va. Donc il faut qu'un des fondateurs y aille. Et là, c'est presque comme ouvrir une boîte de nouveau. On part de zéro. On part vraiment de zéro. Alors du coup, une fois que tu as été à New York, les étapes d'après, c'était quoi avec Synthesio? Avec Synthesio, ça a été de faire des US un succès, ce qui était quand même pas gagné. L'avantage du marché américain, c'est qu'on a accès très très vite à des prospects. En tout cas, on nous répond. Ça veut pas dire que on va signer avec vous, mais au moins on vous répond, on vous donne une chance. Donc si on arrive avec une techno, avec un différenciateur, quelque chose qui est clair, faut avoir un drapeau très clair à présenter dans une espèce de foule d'éditeurs logiciels, dire voilà, moi je fais ça. Et ce que je fais, je le fais mieux que les autres. Nous, on s'est dit tiens, on va aller sur le marché américain et on va dire que là où on est très fort, c'est pour traiter les conversations qui sont tout sauf de l'anglais. On savait très bien faire de l'anglais, mais on est parti là-dessus et on s'est mis à signer des gros clients comme Microsoft et d'autres qui avaient des filiales et des grosses filiales à l'étranger qui disaient nous on a besoin savoir comment est notre réputation en Chine, en Europe et donc on est rentré comme ça. Ouais. T'as fait de la croissance externe ou pas du tout? Oui, on a fait de la croissance externe. On a racheté 2 sociétés. Une, c'était plutôt opportuniste. C'est une société qui était en dépôt de bilan et qui avait une techno qu'on trouvait intéressante et qu'on souhaitait intégrer avec des fondateurs qu'on aimait bien. Et l'intégration s'est pas hyper bien passée, mais de notre faute. Intégrer des technos, c'est parfois c'est difficile. C'est très difficile. Et je pense qu'on aurait gagné du temps à le faire nous-mêmes sans essayer de faire cohabiter 2 technos qui n'avaient pas forcément
grand chose à voir ensemble. Et ensuite, on a fait une deuxième acquisition qui était un peu plus transformante, une société un peu plus grosse, sur un autre module, une société belge. Acquisition qui était intéressante sur plein d'aspects. Et après, on s'est fait racheter. Donc, on a vécu le M&A un peu sous tous les angles. Alors justement, venons-en. En 2018, tu cèdes la société au groupe Ipsos. Peux-tu nous raconter cette opération? Ouais, alors on cède au groupe Ipsos. Alors ça se fait par étapes, tout ça. Hein. C'est d'abord, est-ce que on était parti sur un process qui n'était pas forcément un process de vente. On avait avec nos actionnaires fait le choix d'aller chercher de nouveaux capitaux, à la fois pour que des actionnaires historiques puissent qui étaient en train de clôturer leur fonds, donc ils devaient avoir leur retour. Et donc on s'est trouvé à prendre un banquier. Banquier d'affaires, JP Bullard, c'est très bien passé avec eux, on a eu une très bonne expérience. Une boutique spécialisée sur la tech. Qui sont très tech et qui avaient l'avantage d'avoir un bureau français de qualité et un bureau en Californie avec qui on avait un partenaire qui bossait avec nous en Californie, qui avait une très très bonne connaissance du marché américain, et donc on a pu naviguer entre les deux, et c'était plutôt très bien passé. Et donc on lance un process plutôt avec une optique private equity. Et Ipsos, on les connaissait de longue date. C'était assez logique. Ipsos font des sondages, donc ils cherchent l'opinion des gens. L'opinion des gens, elle s'exprime en ligne. C'est une suite logique pour le groupe d'être capable de comprendre ce qui se disait sur les réseaux et de compléter une vision pure de sondage et d'études de market research avec des contenus qui sont publiés en ligne. Comment se passait le process avec JP Bullard? Quelle a été ton expérience avec eux dans ce process M&A? Écoute, très très bon process qui s'est plutôt bien passé. En tout cas, l'expérience avec le banquier d'affaires s'est bien passé. On pourra en reparler, mais le rôle du banquier d'affaires est vraiment intéressant. C'est vraiment, il est au milieu de beaucoup de profils qui sont tous très contradictoires. Il y a a priori, quand on regarde un deal, il y a aucune raison qu'il se fasse. Quand on met autour de la table tous les gens qui sont concernés par un deal, aussi bien chez l'acheteur, le vendeur, les fonds d'investissement, il y a a priori très peu de raisons qu'un deal se fasse. Et le banquier, il est là au milieu, en train d'essayer de faire son rôle d'équilibriste pour faire en sorte que tout le monde s'entende et qu'on arrive à signer quelque chose. Loïc, j'ouvre la deuxième thématique de ce podcast, la tech en M&A. Alors on l'a rappelé, tu as réalisé dans ta vie d'entrepreneur plusieurs opérations de M&A, à la fois à l'achat et puis à la vente. Ce sont évidemment des moments stressants dans lesquels tu as travaillé avec une banque d'affaires. Ce secteur reste assez traditionnel et low-tech. Toi, en tant qu'entrepreneur de la tech, est-ce que ça t'a surpris? Ouais. Alors oui. Ce qui m'a surpris, c'est que on est dans un des moments les plus importants de sa vie professionnelle quand même. On a monté une société, ça fait 12 ans qu'on s'acharne dessus, avec tous les hauts et les bas qu'on peut connaître. C'est pas du tout une trajectoire qui est simple. Et au moment où on arrive sur une transaction, en fait, on se rend compte que on est à des années-lumière de ce que nous on connaît dans la tech. Donc, j'ai l'expérience de la data room, on va en parler, mais on avait accès, on devait partager nos fichiers hyper confidentiels, les plus importants de la boîte, notre business plan, etc., sur des espèces d'interfaces qui dataient c'était Windows 2000. Donc, ça faisait un petit peu mal. Ça nous a pas empêché de faire le deal, mais ça faisait un petit peu mal d'avoir cette expérience-là. Mais après, je pense que le métier de banquier, il est dans le relationnel. Enfin, il y a plein de choses qui vont pas aller s'automatiser, et ça me semble logique. Là où je vois la force du banquier, c'est un peu comme un avocat pénaliste. Il va préparer tous ses dossiers, il va regarder, s'assurer d'avoir tous les arguments, et puis il y a un prime time. À un moment donné, il va falloir qu'il sorte et qu'il mette tout le monde d'accord et qu'il arrive à être convaincant quand il y aura un détracteur au sein de l'acheteur qui dira non, ce deal-là, faut absolument pas le faire. Quand le CFO dira c'est trop cher, et tous ces moments-là arrivent. Et donc il y a quand même au final, avec mon profil plutôt tech, je trouvais que c'était très surprenant que le banquier soit pas équipé.
en y réfléchissant un peu plus en profondeur, je me rends compte que bon, il y a la part d'humain, de toute façon, on pourra pas l'automatiser, et il y a cette espèce de magie du banquier d'affaires qu'on retrouve aussi dans les levées de fonds, hein, qui reste vraiment humaine. Cela étant dit, il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train d'être faites, et le secteur est en train de changer, parce que ça, je pense qu'on va y venir, mais pour que cet avocat pénaliste ait son moment de prime time et soit excellent dans les conversations, quand les conversations se tendent, il faut préparer tout ça. Il faut que toute la doc soit claire. Faut qu'il y ait pas un delta dans les chiffres. Et ça c'est un travail qui est un travail de petites mains, qui est un travail d'analyse souvent, d'associés, et qui est fait encore trop manuellement. Et c'est ça qui est intéressant de voir qu'est-ce que la tech peut faire, qu'est-ce que la tech peut automatiser. Alors on va en parler. Avant ça, peux-tu partager une anecdote particulièrement marquante sur l'un de tes process M&A? Alors, je sais pas si c'est une anecdote en particulier, mais je trouve qu'il y a en fait, en sortant de ces 3 deals, donc 2 deals en rachat et un deal où on se fait racheter, je me suis posé la question, est-ce qu'il n'y a pas un pattern d'un deal? Et tout le monde te dit, chaque deal est différent, il n'y a pas de deal. C'est vrai. Mais il y a quand même un pattern de profil, de personnalité qu'on retrouve, et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. On va se retrouver avec, il y a le profil du fondateur. Profil du fondateur, on dira ce qu'il voudra, il pourra vous raconter la sauce qu'il voudra, il est à la tête de sa société, le moment de la vente, c'est le moment le plus important de sa vie professionnelle. Ça va pas arriver tous les 2 ans. Donc ça, c'est un moment très important. Même si, je fais une parenthèse là-dessus, quand on a une société qui fonctionne plutôt bien, on a des discussions M&A tous les ans. Mais une discussion M&A approfondie, il va vraiment, généralement l'entrepreneur va vraiment mouiller le maillot. Donc on a ce profil-là. On a le profil côté acheteur, si on parle d'un industriel, on a le profil que j'appelle du champion. Donc ça va être la personne qui trouve un intérêt à ce que le deal se fasse. Parfois par opportunité personnelle, parce que si le deal se fait, la personne sera en charge d'une plus grosse BU. Enfin, il peut y avoir un intérêt. Parfois, c'est des gens qui prennent des gros risques, hein. Mais donc il y a toujours ce profil-là, et on le retrouve dans beaucoup de formats de deal. Et puis on va trouver tous ceux qui veulent pas faire le deal. Tous ceux qui veulent pas faire le deal, ça va être généralement c'est la direction financière. C'est pas qu'ils veulent pas, ils trouvent ça trop cher. Quoi qu'il arrive, ils sont dans leur rôle. Ils sont dans leur rôle, et heureusement qu'ils sont là. Donc, il va falloir travailler avec eux. Et puis, il y a les détracteurs qui disent, mais non, mais cette solution-là, dans le cadre d'une solution logicielle, mais attends, on a déjà des partenaires, ça on le fait déjà. Pourquoi est-ce qu'on dépenserait autant d'argent pour quelque chose qu'on connaît? Donc, et puis au milieu de tout ça, donc il y a le banquier, et puis ce que j'appelle le God, c'est vraiment généralement, c'est le dirigeant de la boîte, le leader un peu inspirationnel qui va dire bon attendez, je vais prendre une décision. et donc voilà, c'est pas une anecdote sur un deal en particulier, mais ce pattern là, on le retrouve, je trouve qu'on le retrouve sur quand même la majorité des deals. Ouais. Alors, il y a beaucoup d'acteurs qui gravitent autour de tout ce petit pattern-là, ce petit monde-là. Ce sont les acteurs du marché de la tech en banque d'affaires. Ouais. Quels sont les acteurs traditionnels sur ce marché? Ouais. Alors sur le marché, il y a pas mal d'acteurs qui vont servir les banquiers et les fonds d'investissement sur des étapes très très simples du funnel, en fait, de l'entonnoir d'un deal. D'abord, je dois trouver des cibles. Donc, ils ont accès à des bases de données que tout le monde connaît, PitchBook, Dealroom, Diane en France. Voilà, on a accès à des bases de données qui vont être crunchées par des analystes qui vont essayer de comprendre si telle boîte ou telle boîte peut être une bonne cible. Ensuite, on a tout ce qui est production de l'infomémo, de la doc, etc. Ça, c'est quand même dans les technos traditionnels, il y a pas grand monde qui travaille là-dessus, et donc on va voir, c'est quand même des secteurs qui sont en train de bouger. Une fois que ça c'est en place, on a un process, il y a pas mal d'outils qui gèrent le deal process.
une sorte de CRM du M&A. En France, à Arcs, qui est une techno qui fait ça plutôt bien. Il y a Affinity, qui travaille beaucoup avec les fonds, avec les banquiers, et donc qui permet de suivre. Bon, voilà. Donc là, j'ai identifié les targets, je les ai contactés, ils m'ont répondu. Enfin, j'ai toutes mes étapes jusqu'à j'ouvre une data room et je close le deal. Voilà. Donc c'est toutes ces étapes-là. Et on a enfin au moment où on doit partager de la doc, c'est les data rooms. Donc on va voir. J'ai cofondé et lancé Blackroom justement parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Les data rooms où je partage de la doc avec de la doc confidentielle avec des acheteurs. Voilà. À côté des acteurs traditionnels, de nouveaux entrants bousculent ce marché dont Blackroom, on va y revenir. Ouais. Pourquoi quels nouveaux usages permettent-ils et dans quelle mesure ces nouveaux usages sont-ils déjà mis en place par certaines banques d'affaires? Ouais. Alors, il y a dans les nouveaux usages, il y a un premier sur le deal sourcing. Donc, on a vu qu'on a accès à des bases de données et donc je me connecte sur mes différentes bases et puis j'essaie de trouver des targets. Il y a des technos qui sont développés. Alors, il y en a qui sont pas si récentes que ça, qui ont 5-6 ans, et d'autres qui arrivent là depuis 1 ou 2 ans. Donc, ça commence à exploser. Des technos qui vont aller cruncher les différentes bases de données et utiliser des modèles d'IA pour dire tiens, ça c'est une cible intéressante. Ça, c'est une boîte qui va probablement plus avoir de cash dans les 6 prochains mois. Ça, c'est une boîte qui est peut-être mûre pour se faire racheter. Voilà. Donc on va utiliser du LinkedIn, on va utiliser du PitchBook, enfin toutes ces sources de données là pour essayer d'en sortir des insights. Des insights, c'est et l'output idéal qui aujourd'hui fonctionne pas encore très bien, mais je pense que c'est vraiment, on est vraiment au début. Je voudrais avoir une liste de targets qui soit crédible, fonctionnelle, que je puisse contacter si je veux faire des acquisitions. Voilà. Donc on a cette brique-là qui est en train de se développer sur la partie création du contenu pour un process de deal, soit une levée de fonds, soit une vente. Alors là, on se rapproche beaucoup des ce qui se fait en conseil, par exemple, quand je dois faire un deck de 100 pages, aujourd'hui, vous n'avez pas une seule boîte de conseil qui est pas biberonnée à copilote. Parce que ça permet de gagner énormément de temps. Donc il y a des technos qui sont en train de se développer pour produire automatiquement de la doc financière. Donc qui vont aller adapter des modèles qu'on va trouver sur Copilot, mais qui vont le mettre sur vraiment des données purement financières. Et enfin, nous on pense que sur la partie de partage de documents entre acheteurs et vendeurs, là il y a aussi des choses qui sont en train de se faire. Je suis acheteur, comment est-ce que j'ai accès subitement à des centaines de docs, comment est-ce que je comprends ce qui se passe? Je suis banquier, on m'a mis à disposition des centaines de documents. Comment est-ce que je vois qu'il y a une erreur dans un des docs? Comment je vois qu'il y a des écarts entre les différents chiffres que j'ai présentés? Bon, bah là, il y a quand même de la place pour aller faire de l'IA qui va équiper et qui va outiller l'analyste. Oui, alors clairement, pour ces nouveaux usages, l'IA générative occupe une place centrale. Comment a-t-elle déjà changé le métier? Est-ce que tu as des exemples très précis qui ont déjà été mis en place par les banques, par les fonds, par d'autres acteurs de l'écosystème? Ouais, alors il y a, je pense que le meilleur comparable, avant même de parler du M&A, c'est ce qui se passe dans le métier du droit, dans le métier des avocats d'affaires. Les avocats ont complètement changé leur façon de travailler. Ça fait 2 ans, je pense. Mais il y a pas un seul contrat qui se fait de zéro. Maintenant, c'est les IA qui vont faire les contrats, en tout cas qui vont faire la première trame. Et il y a suffisamment de technologies sur le marché qui font ça. Et même des technologies qui sont assez anciennes, hein, même un LexisNexis qui est pas un éditeur qui est récent, ils ont mis des briques d'IA pour être capable de faire ça. Donc là, on voit un marché qui s'est transformé déjà. Les avocats sont sur l'IA générative pour le coup en permanence. Dans la banque d'investissement, c'est en train de bouger. Je pense que là où on va voir le plus de changements, mais c'est encore les prémices, hein, sur les data rooms, sur le métier de production d'un infomémo, je pense qu'il y a des choses qui sont en train de bouger aussi, où
à chaque fois il y a de la standardisation, à chaque fois qu'il y a des patterns, des choses qui peuvent se répéter, l'IA est plutôt assez forte. Elle va être capable de produire de la doc automatiquement. Alors l'IA, c'est aussi l'un des éléments différenciants de Blackroom. J'en viens donc à la troisième partie du podcast consacrée à Blackroom, qui est une plateforme SaaS qui propose un espace sécurisé de collaboration entre des acheteurs et des vendeurs dans le cadre d'une transaction. Ouais. Alors dans le jargon des M&A, on appelle ça une data room. Ouais. Et ce marché est historiquement dominé par des acteurs américains qu'on peut citer, Intralinks et DataSide. Ouais. Pourquoi tu t'es lancé avec d'autres dans le projet Blackroom? Ouais, alors écoute, il y avait alors d'abord l'expérience dont on a parlé, l'expérience du M&A, où on avait accès à des technos qui étaient pas du tout au niveau par rapport à ce que nous on faisait dans notre secteur. On s'est dit tiens, bon, il y a probablement quelque chose à faire. Et on recherchait des verticales que j'appelle les verticales cafards, c'est-à-dire des verticales où il y a plus d'invest qui vont dedans. Parce que c'est un marché de commodité. C'est un marché de commodité. Un marché de commodité, ça veut pas dire que c'est un mauvais marché. Hein. Ça peut être des très gros marchés, mais où il n'y a pas forcément de nouveaux entrants. Et surtout, les entrants historiques ne reçoivent pas des financements supplémentaires. Donc l'innovation, elle est plutôt à l'arrêt, ou on n'est pas dans de la super dynamique d'innovation. On va plutôt avoir des leaders qui vont être dans des stratégies de build-up, qui vont aller chercher du revenu et de l'EBITDA en rachetant d'autres sociétés, mais ils sont pas là pour aller innover. Ils ont probablement pas les capitaux pour le faire. Donc ces verticales-là, il y en a plein, hein. Mais celle-là, en particulier, comme on avait vécu cette expérience de M&A, je trouve intéressante. Et donc, sur ce secteur-là de la data room, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que, donc, quand on a des acteurs qui sont là depuis 10, 15, 20 ans, est-ce qu'il y a de l'innovation qu'on peut aller chercher? Alors, avant même l'IA, innovation de pricing. Oui, quand on regarde les pricing models sur ce secteur-là, on price par volume de page, par exemple. C'est des notions qui viennent de moments où les documents n'étaient pas digitalisés. Donc il y a des choses à faire. Sur les interfaces, avoir les interfaces simples à utiliser, qui est pas nous dans notre jargon tech, c'est des interfaces qui est pas de dette technique. Quand on est sur un outil qui a 10 ans, il y a forcément des problèmes. C'est forcément des outils qu'on vieillit, même si on a été excellent. On l'a expérimenté avec Synthesio. À un moment donné, on se fait rattraper. Et donc ça, je trouvais ça intéressant. Est-ce qu'on peut rajouter des briques d'IA? Mais pas de la brique d'IA juste pour faire joli. Est-ce que l'IA peut vraiment transformer la façon dont on travaille? Et ça, sur ce secteur de la data, on a vu oui. On s'est dit, tiens, quand j'ai des questions qui sont posées, par exemple, par un acheteur, pourquoi est-ce que la réponse elle est pas générée automatiquement? En tout cas, elle est suggérée automatiquement. Il y a des choses à faire là-dessus. Donc tout ça mis ensemble, on s'est dit tiens, là il y a une verticale intéressante à aller creuser, et donc on s'est regroupé avec surtout avec des anciens de Synthesio pour aller dire tiens, on va aller sortir cette tech. Ouais. Peux-tu présenter la solution Blackroom aujourd'hui? Oui, écoute, Blackroom, ce que ça fait, c'est que ça va, comme une data room, ça va permettre d'aller récupérer, d'aller mettre des documents sur un espace qui est sécurisé, dans lequel on peut mettre des permissions qui a accès à quoi. On peut caviarder. La notion de caviarder, c'est quand j'avais le cas aujourd'hui, un client qui se fait potentiellement racheter par son concurrent. Il y a énormément de données qu'il veut pas mettre à disposition, donc il faut masquer des éléments dans la doc. Ce travail-là, il est essentiellement manuel. Là, on a mis en place une IA qui le fait automatiquement. Donc, par exemple, je voudrais que ma data room, elle soit RGPD compliant. Je veux aucune information personnelle, de données personnelles. On appuie sur un bouton, l'IA ingère tout le contenu. Elle dit, attends, là, j'ai des emails, là, j'ai des noms, j'ai des prénoms. Je masque tout ça. Et ça se fait en un clic, ça se fait en un bouton. Donc ça, c'est du gain de temps pour les analystes. Et puis, c'était franchement pas un temps très, très intéressant, très passionnant pour un junior. Ça, c'est des types d'exemples. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la compréhension des contenus. C'est qu'à partir du moment où on a poussé dans une plateforme comme celle-là du contenu qui est du contenu stratégique, on raconte toute l'histoire de la boîte. Qu'est-ce que je peux en sortir? Aujourd'hui, ce qu'on est capable de faire, c'est déjà on est capable de répondre à des questions. Donc l'acheteur arrive en disant je comprends pas, il y a un écart sur EBITDA 2024 versus EBITDA 2023 sur telle filiale. Expliquez-moi pourquoi. On va descendre, on va regarder, et l'IA va être capable de dire
j'ai vu cet écart, je le vois dans 2 documents, ces 2 documents-là, et je vois une explication de l'écart dans ce 3e document. Donc on va lister tout ça. C'est une aide encore, mais ça va déjà apporter tout ça à l'analyste qui après va faire son travail d'analyste. Parfois, quand la réponse est directement disponible dans les docs, eh ben elle va saisir la réponse, elle va la rédiger. Est-ce que vous voyez dans la documentation je sais pas moi, des clauses de non-concurrence? Est-ce qu'elles ont été mises sur les contrats de travail, par exemple? Ça, c'est une question qui est posée par tout auditeur. Bon, on va chercher, l'IA va chercher automatiquement, elle va voir, tiens, ça, c'est un contrat de travail. Est-ce que j'ai une clause de non-concurrence? Oui, non. Et ensuite, on va citer les sources. Voilà. Ce genre de choses qui sont faites, qui font gagner un temps incroyable. Ouais, alors tu parlais des analystes et du temps de travail des analystes. Il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent, soit étudiants qui veulent rentrer en banque d'affaires, soit déjà en banque d'affaires. Ouais. Quels sont les 3 principaux avantages que tu aimerais mettre en avant pour Blackroom par rapport aux acteurs traditionnels sur ce marché? Ouais, c'est vraiment du gain de temps. C'est du gain de temps et puis des interfaces qui sont sympas, qui sont agréables. Enfin, quand on a 20 ans, 22 ans, 25 ans, on utilise on arrive dans une banque, on aime bien avoir des outils qui correspondent à ce que vous utilisiez quand vous étiez en école ou même ce que vous utilisez au quotidien. Donc vous n'avez pas envie d'arriver avec des espèces de dinosaures, donc vous avez envie de bosser avec des interfaces qui soient simples. Donc je pense que ça c'est vous, et au final vous gagnez énormément de temps. Où en est Blackroom aujourd'hui et quels sont les principaux axes de développement de Blackroom dans les prochaines années? Écoute, ça se développe très bien parce que justement, à partir du moment où un banquier commence à l'utiliser, généralement ils reviennent, ils restent parce qu'ils nous utilisent sur tous les deals. C'est quand même très simple à utiliser. C'est agréable comme interface et ça permet de gagner du temps. Donc ça on n'a pas trop de sujets là-dessus. On est très concentré sur quels sont les autres INO qu'on peut apporter. Comment est-ce qu'on peut aller plus loin. Donc là, on fait régulièrement des phases d'interview avec les banquiers eux-mêmes pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer leur quotidien, toujours dans la compréhension des contenus. Aujourd'hui, les IA sont pas très fortes pour comprendre un Excel, par exemple. Ça, c'est des limites qu'on rencontre. Comprendre une matrice avec colonne ligne, pas terrible encore aujourd'hui. Donc ça, comment est-ce qu'on peut améliorer ça? Comment est-ce qu'on peut aider à générer de la doc? Ça, c'est des choses auxquelles on va commencer à réfléchir. Il y a certainement des choses à faire là-dessus. Et puis, je trouve que on se concentre beaucoup sur le vendeur. Donc nous, on est très orienté vendeur avec les partenariats avec les banques d'affaires. Donc on fait une plateforme pour eux. Mais je pense que l'interface et il y a des fonctionnalités qui doivent être apportées aussi aux acheteurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font les acheteurs? Ils arrivent ils prennent la doc, ils téléchargent tout, ils appuient sur un bouton, ils téléchargent tout, et puis après ils mettent ça sur Copilot. Et ensuite sur Copilot, ils vont essayer de comprendre, etc. Ce serait quand même mieux, je pense, pour un vendeur, de maîtriser un peu plus ce process. Donc de dire, attendez, restez sur la plateforme, posez vos questions là, utilisez les IA à vous aussi. C'est plus facile de suivre aussi le comportement des acheteurs s'ils sont sur la plateforme. Exactement. Donc ça c'est un changement plutôt comportemental qu'il va falloir pousser, parce que c'est pas gagné, mais auquel on croit pas mal. Et tout à l'heure, Loïc, tu parlais de l'innovation de pricing et tu mentionnais que le pricing des acteurs traditionnels était un petit peu poussiéreux. Comment ça se passe chez Blackroom? C'est un flat fee. C'est un flat fee, donc il y a pas de débat. C'est très simple. Il y a pas de sujet de nombre de pages, non, de nombre de users. Non, c'est le montant est clair. Il y a pas de coût caché. C'est très simple. Mais ça, c'est facile. C'est presque trop facile de dire ça. Quand on est des boîtes comme DataSite, Intralinks et autres, elles sont très grosses, elles ont des structures de coûts qui sont pas du tout les nôtres, et donc forcément il y a des lignes de revenus. Par exemple, quand ils font du service, il y a une armée de gens, il faut bien payer tout ce monde-là, et donc ils peuvent pas bouger aussi vite que nous. Donc tant mieux, on en profite, mais je comprends, je vois dans quelle situation on est, et à notre petite échelle. Avec Synthesio, quand on a commencé à atteindre une taille assez critique, je voyais des petits acteurs arriver et qui en 6 mois faisaient des trucs qui étaient meilleurs que nous. Mais ça me rendait fou. Mais c'est comme ça, c'est qu'au bout d'un moment, on ralentit. Et c'est à ce moment-là que les autres arrivent.
Pour conclure ce podcast, on a beaucoup parlé du métier de banquier d'affaires, mais l'IA, la tech de manière générale, transforme tous les métiers, y compris celui du directeur financier qui est l'interlocuteur en général du banquier d'affaires. Est-ce que tu as des exemples à nous donner? Ouais, je pense que tout ça est lié. C'est-à-dire que là, nous, on travaille sur de la doc. Sur de la documentation, alors pas que financière, mais on essaie de comprendre et d'analyser de la doc. Et notre cas d'usage, c'est le M&A. Mais si on prend le métier du directeur financier et du comptable aussi, si je dois établir des états comptables, ça sort automatiquement. Vous faites des analyses de faits qui sont les écritures comptables. Vous devriez être capable de sortir ça. Il y a des technos qui font ça très bien, qui vous sortent les écritures très simplement. Sur la classification de ma documentation. Très souvent, un des problèmes des banquiers, c'est qu'ils arrivent dans des boîtes qui disent on s'est fait contacter, il faut qu'on gère une exit. On ouvre le placard, il y a rien qui est rangé. Et ils auraient bien aimé quand même qu'ils structurent un peu. Eh bien, il y a des boîtes qui sont créées, une Formality par exemple qui fait ce genre de choses, qui va permettre par exemple de classer tous tes docs automatiquement. Donc t'as un doc qui arrive, pof, tu l'as mis, contrat de travail, enfin tout ça se structure et ça fait gagner un temps fou. Donc un peu, je pense que le parallèle avec le métier de la banque d'affaires, le métier du CFO est assez facile à faire. Tout ce qui pourrait être automatisé sur la production de contenu d'analyse financière, c'est en train d'être fait par l'IA. Loïc, on arrive à la fin de ce podcast, mais il reste une partie, c'est le traditionnel quiz du Career Insight. Okay. Ce sont des questions courtes de mon côté et des réponses courtes de ton côté. Ok, très bien. Un mot pour définir Blackroom. C'est un petit bijou. Très fier de ce petit bijou. L'usage ou la fonctionnalité que tu rêverais d'intégrer dans Blackroom grâce à l'IA ou une autre technologie qui n'est pas encore mis en place. Un bouton qui me permet de dire fais ce deal ou fais pas ce deal. La plus grande qualité d'un entrepreneur. La résilience. L'erreur que tu ne referas plus jamais en tant qu'entrepreneur. Cash is king. Je regarderai le compte en banque tous les jours. Ton meilleur souvenir professionnel. C'est les gros contrats, les grands moments d'équipe où on signe des contrats, on vend une société, on achète une société, c'est ces aboutissements-là. Ton pire souvenir professionnel. Quand il n'y a plus de sous en banque. L'anecdote que tu n'as pas souvent partagée et dont tu aimerais nous parler aujourd'hui. Alors je vais être très bref. Oui. Écoute, on s'est fait escroquer 500 000 euros. Voilà, c'est tout. Tu m'as demandé une réponse courte. Ok. Ceux qui veulent en savoir plus, ça marche. me contacteront directement. Le conseil que tu donnerais au jeune Loïc Moisan qui étudiait à l'ESSEC dans les années 2000. Ouais, ça c'est toujours une question compliquée. Ça va être compliqué, ça va être long, mais ça va être une sacrée expérience. Merci Loïc. Merci bien. Merci d'avoir suivi ce podcast. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode du Career Insight. Pour retrouver les précédents épisodes du Career Insight, mais aussi de notre autre podcast, Choses au Career, rendez-vous sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur LinkedIn, Instagram et TikTok pour être au courant de l'actualité de ces métiers et à vous abonner à la plateforme TrainingNew si vous cherchez un stage ou CDI pour booster votre préparation.